commencer cette soirée. Toutes les personnes qui sont à l'extérieur, on peut les faire rentrer, Carole. Donc, chers amis, toute l'équipe de l'IHEIPC, c'est-à-dire l'Institut des hautes études internationales en psychocriminalistique, c'est un nom un peu barbare entre nous, on s'appelle IPEC, et moi-même sommes très heureux de vous accueillir, aussi nombreux ce soir, dans cet hôtel métropole en présence du maire de Lyon, Gérard Collomb, que tout le monde connaît, ancien ministre de l'Intérieur, qui nous fait l'honneur, l'amitié de sa présence et d'avoir de surcroît accepté de présider ce colloque consacré à l'évolution de la menace terroriste en France et à Lyon en particulier. Ce sujet est évidemment totalement d'actualité compte tenu de l'attentat du 24 mai dernier, le Victor Hugo, qui a secoué notre belle et chère capitale des Gaules, et plus récemment ce dimanche de l'attaque au couteau par un déséquilibré, c'est pas un terme très psychiatrique, à l'hôtel Dejdet d'un soldat de la force Sentinelle. Soulignons dans cette période particulière et sensible le rôle éminent et central qui est amené à jouer Gérard Collomb, maire de Lyon, qui l'incarne totalement, à mon sens, et fort de son expérience appréciée de ministre de l'Intérieur. N'hésitez pas à vous asseoir. Nous tenterons, au travers des différentes prises de parole et débats, de préciser la nature et la réalité de cette menace terroriste, d'en comprendre les raisons et d'esquisser ce que sont ou pourraient être les réponses territoriales adaptées du pouvoir public. L'évolution de l'extrême violence à caractère religieux, notamment au travers de l'expérience et des solutions communautaires mises en œuvre, notamment à Argenteuil par notre ami Chem Sakouf, qui inclut des actions de contre-influence sur les différents vecteurs d'information, avec la nécessité en outre de disposer de lieux d'aide, d'écoute et d'orientation pour les familles. Mais également, et c'est très important pour nous, la lutte contre les discriminations. Il y a 4 ans, avec Chem Sakouf et d'autres, dont Frédéric Crottard, qui doit être par là, journaliste d'investigation jusque très récemment à France Télévisions, Emmanuel Amenin, sur ma gauche, ça change. On ne sait jamais. Victor Vitelli, présent aujourd'hui. Fabrice D'Almeida, excusez pour cause de tournage, nous avons créé une association qui s'appelait à l'époque la FFPC, Fédération Française de Psychocriminalistique, qui eut son heure de gloire et connut son affimé il y a 2 ans avec une soirée consacrée à la lutte contre le terrorisme que nous organisions ici même avec nos amis américains, le Dr Errol Souter, ancien conseiller sécurité de Barack Obama, nous aimons bien, et Dorian Pelli. Autour de la FFPC se sont organisés des enseignements universitaires à Lyon 1 et à Panthéon-Assas, ainsi qu'un certain nombre d'événements, notamment à l'Assemblée nationale, et de publications, ouvrages notamment sur le médias terrorisme, écrits par Emmanuel Hamelin ou Chem Sakouf sur Daesh. Collaboration aussi modeste avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, lors de la mise en place du plan de lutte contre la radicalisation. Mais il y a quelques semaines, nous est apparu utile d'adapter ce bel outil, de le doter d'une orientation internationale, d'où le I, de l'IHEIPC, c'est pas simple à prononcer, en y intégrant un volet recherche. Christophe Laurin, notre secrétaire général ici, sur la gauche également, nous en dira un mot dans un moment. Mais je ne serai pas trop long là, dans ce propos introductif et liminaire. Il aurait tant à dire, par ailleurs, sur la création à Lyon et en 2008 de la psychocriminalistique, parce qu'on parle de psychocriminalistique, mais on ne l'a pas vraiment défini aujourd'hui, qui a été créée par notre serviteur, entre autres, mais également avec le concours du docteur Jean-Paul Chabat, qui est un des maîtres en psychiatrie, de Jean-Claude Garin, l'un des concepteurs du RAID et alors des DSP à Grenoble,
La psychocriminalistique est une nouvelle branche de la criminologie qui doit tant, criminologie, qui est une discipline qui doit tant à deux éminents médecins lyonnais, vous vous rappelez, le professeur Alexandre Lacassagne, et récemment le fameux docteur Edmond Locard, qui est l'un des créateurs de la police scientifique. Je profite de ce moment pour remercier les HLIPC, Jacques Sacouf, Christophe Lorrain, Bernard Lamorand, notre excellent trésorier qui se cache au fond, mais aussi nos légendaires de Carole, si dynamique et indispensable. Merci aussi à notre ami Giad Belhamri pour ses conseils avisés et judicieux. Il va nous rejoindre. Enfin, pour terminer, je souhaite aussi que l'équipe de l'IHEPC rende un hommage appuyé à Victor Vitelli, pendant si longtemps cheville ouvrière du consulat des États-Unis, sans lequel, il faut bien dire, la psychocriminalistique n'aurait jamais pu connaître son essor international, non plus que la FFPC et l'IHEIPC, dont il a accepté de faire partie. Il a beaucoup œuvré, Victor Vitelli, pour la diversité lyonnaise et la lutte contre le racisme et les discriminations au poste qui était le sien du consulat. Victor Vitelli est un homme isère, discret, fidèle et véritablement efficace, qui a beaucoup fait pour la cause qui nous anime aujourd'hui. Voilà, je cède maintenant la parole à M. Jarcolon. Merci encore à tous pour votre présence. Bien, mesdames et messieurs, moi je voudrais évidemment remercier Patrice Schoendorf de m'avoir invité donc, à l'Institut des hautes études internationales de psychocriminalité, rien que le nom en impose. Nous organisions il y a 8 jours un colloque à l'Hôtel de Ville avec le directeur de l'École nationale de police et le directeur de la police scientifique et technique sur aujourd'hui les problèmes que traite la police scientifique et technique. Nous avions déjà organisé des réunions avec les élus, mais nous souhaitions que soit invité le plus de monde possible, et en particulier les représentants des conseils de quartier, parce que je pense que si nous voulons faire en sorte que nous ayons une ville qui soit une ville sûre, il faut qu'il y ait une correspondance entre les conseils de quartier et des référents à l'intérieur de la police ou bien à l'intérieur de la gendarmerie pour les zones de gendarmerie, de manière à ce qu'il puisse y avoir des échanges. Donc ce soir, vous m'avez invité sur la menace terroriste en France et la façon dont on peut la combattre. La première chose que je veux dire, bien évidemment, est que cette menace a diminué par rapport au temps où Daesh avait réussi à former un proto-État et donc disposait de toutes les ressources de ce proto-État. C'est vrai qu'alors l'organisation pouvait compter à la fois sur les réserves pétrolières, sur la richesse tirée des sites antiques dont elle pillait les œuvres d'art qu'elle revendait en contrebande. Elle pouvait compter bien évidemment sur les fonds envoyés depuis les pays d'origine, notamment européens, aux combattants partis pour faire le djihad. Et dois-je le dire, elle disposait même de l'aide d'un certain nombre d'États, mais nous n'en parlerons pas ici. Je rappelle que depuis 2012, l'EI avait réussi à regrouper 40 000 combattants étrangers, russophones, 4 000 à 5 000 personnes, provenant essentiellement d'Asie centrale ou du Caucase, 2 000 à 3 000 Tunisiens, 1 600 à 1 700 Marocains, 5 000 combattants issus des pays de l'Union européenne, parmi lesquels 1 300 Français, nationalité qui venait en premier devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'EI pouvait donc, et ce fut le cas pour les attentats de Paris du 13 novembre 2015, organiser depuis le califat des attaques reposant sur des complicités à l'échelle internationale. Par exemple, dans les attentats du Bataclan, si le donneur d'ordre était bien en Syrie, des complices furent ensuite interpellés à Molenbeek,
2 migrants avaient été interpellés en Autriche, un autre en Allemagne, qui est reconnu avoir joué un rôle de coordinateur. Enfin, deux individus avaient été signalés dans le hotspot de Leros, les terroristes évidemment pouvant aisément se mêler au flux des réfugiés venant de Syrie. Ils bénéficiaient par ailleurs d'ardements sophistiqués, notamment d'explosifs fabriqués par les artificiers du califat. Enfin, les services de propagande de Daesh inondaient à l'époque le monde entier de vidéos invitant les musulmans à passer partout à l'acte dans leur propre pays. Aujourd'hui, l'EI a perdu ses territoires. Est-ce à dire pourtant que la menace terroriste est derrière nous? Je ne le pense pas. Parce que l'EI a su muter après sa défaite. L'EI dispose d'abord toujours, en Irak et en Syrie, de cellules dormantes, toujours prêtes à perpétrer des attentats. Des groupes armés continuent à agir dans les pays voisins. C'est le cas en Égypte pour le Sinaï, mais c'est le cas plus près de chez nous en Libye, avec la possibilité de se mêler aux migrants tentant de passer en Europe. Et donc cela représente aussi pour nous une menace grave. Surtout, l'idéologie djihadiste s'est internationalisée. Elle touche désormais un certain nombre de pays du continent asiatique, le Bangladesh, les Philippines, la Malaisie, où on fuit des djihadistes se réclamant indifféremment d'Al-Qaïda ou de l'EI. Mais c'est évidemment l'extension des groupes terroristes dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest qui représente la menace la plus importante pour notre pays. Limitée au départ au Niger et au Mali, la présence djihadiste s'est maintenant étendue, comme vous avez pu le voir, au Burkina Faso, au Sénégal, à la Côte d'Ivoire et, comme on l'a vu récemment, au Bénin et au Togo, sans même parler de Boko Haram, autre menace pour le Nigeria, le Cameroun, le Niger ou le Tchad. En France même, le risque d'attentat reste élevé, les chiffres peuvent en attester. Aujourd'hui, plus de 200 000 personnes sont fichées au FSPRT, le fichier pour commission d'attentats terroristes, dont 10 000 sont suivis de manière active. Et ce chiffre ne cesse de croître, puisque dans l'époque où j'étais au ministère, entre janvier 2017 et juillet 2018, par exemple, le nombre de signalements avait augmenté de plus de 20%. Les individus surveillés et susceptibles de passer à l'acte se retrouvent sur presque tout le territoire. Certes, 49 des départements comptent moins de 40 signalements, mais on atteint des concentrations extrêmement élevées en Île-de-France, 38%, un département que je ne citerai pas atteignant 900 individus signalés et suivis activement. Dans le sud, 19%, le sud-est, c'est-à-dire les Alpes-Maritimes, 11,5%, la vallée du Rhône faisant partie des zones très concernées, tout comme le nord de la France. Le profil des individus susceptibles de passer à l'acte est évidemment extrêmement divers. Il y a d'abord tout le monde des petits délinquants, passant des trafics en tout genre à une radicalisation progressive. Ils viennent souvent de villes paupérisées, sont issus de familles déstructurées, avec souvent une absence de père. Ils nourrissent un sentiment d'injustice sociale qu'ils retournent contre nos sociétés occidentales, accusées d'avoir exploité ou opprimé leurs parents. On compte ainsi aujourd'hui dans nos prisons plus de 500 terroristes islamistes en détention, mais aussi plus de 1200 individus détenus pour des délits de droit commun, mais qui sont désormais identifiés comme radicalisés et susceptibles demain de passer à l'acte. C'est pourquoi l'État, comme vous le savez, a mis en place
les quartiers d'évaluation de la radicalisation, destinés à déterminer la dangerosité des détenus radicalisés. C'est pourquoi aussi il a fortement renforcé le renseignement pénitentiaire. Deuxième typologie parmi tous les individus pouvant passer à l'acte, un certain nombre, hélas, de personnes au profil psychologique fragile, ayant fait les séjours en hôpital psychiatrique et sortis sans être forcément suivis de façon régulière. Et lorsque j'avais lancé ce débat, Patrice Schuendorf sait que j'avais eu quelques démêlés et que ça avait été un peu compliqué de dire qu'il fallait que les ARS puissent travailler étroitement avec les préfets de manière à ce que l'on ne connaisse pas un certain nombre d'attentats avec les gens qui sortaient de l'hôpital psychiatrique. Et hélas, à Marseille, mais dans d'autres cas, on se souvient par exemple du jeune pompier qui était venu donc chercher une personne qui avait été signalée par sa propre mère, qu'il était allé chercher chez lui, qui était apparemment dans un état normal, et puis qui était ressorti avec un couteau et avait hélas tué ce jeune pompier qui était père d'un enfant de 2 mois. On voit évidemment, lorsque l'on va communiquer avec la famille, avec l'épouse, ce que cela peut donner comme difficulté. Et dans ma vie de ministre de l'Intérieur, c'était sans doute les moments les plus difficiles que d'annoncer aux parents, aux époux, aux épouses, que leurs maris, leurs enfants étaient morts, tués, soit par un attentat terroriste, soit par quelqu'un de déséquilibré. Parmi tous ceux qui doivent être surveillés, il y a bien sûr aussi les personnes travaillant dans les milieux sensibles. Je ne vous ai pas donné les chiffres pour ne pas vous effrayer, mais on voit que dans le transport aérien ou dans le transport terrestre, nous avons un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui un peu surveillées, que nous passons au crible pour voir si effectivement elles ne présentent pas un certain nombre de phénomènes de dangerosité. Nous avons d'ailleurs le même problème sur les personnes travaillant dans les services de sécurité, et même parmi nos policiers et nos gendarmes, nous avons criblé un certain nombre de personnes qui effectivement présentaient un profil susceptible demain de les amener à commettre un certain nombre d'actes. Quand on sait par ailleurs que 450 personnes déjà condamnées pour terrorisme devraient, ayant purgé leur peine, sortir de prison d'ici 2019, on voit que nous avons quelques problèmes auxquels s'ajoute aujourd'hui le problème des returnees, qu'ils soient majeurs et qu'ils soient mineurs, et que nous devons évidemment prendre en charge, que nous devrons prendre en charge dans le temps. Les majeurs, évidemment, sont en général immédiatement amenés en prison, mais les mineurs sont effectivement suivis par la protection judiciaire de la jeunesse et peuvent présenter sur le temps un certain nombre de difficultés. Oui, la montée en puissance de la menace endogène est donc forte. Comment doit-on la combattre? D'abord, me semble-t-il, en évitant de faire l'amalgame entre le radicalisme islamique et l'immense majorité des musulmans de France. Évidemment, c'est le piège qui pourrait être tendu à la France. Lorsqu'on sait aujourd'hui qu'entre 5 à 8 millions de personnes se reconnaissent dans cette religion, même s'ils ne pratiquent pas, aucun ne doit avoir le sentiment d'être stigmatisé ou discriminé, car c'est justement sur eux qu'on peut s'appuyer pour pouvoir vaincre le phénomène de radicalisme islamique. Ils savent bien en effet que le terrorisme de masse ne fait aucune distinction entre les religions.
Et vous savez sans doute qu'à Nice, le nombre de victimes musulmanes avait été particulièrement important. Il faut ensuite pleinement utiliser les dispositifs administratifs mis en place. Dans tous les départements ont été instaurés des GED, groupes d'évaluation départementaux, qui se réunissent régulièrement sous l'autorité du préfet, avec la présence du procureur de la République et des membres des administrations concernées. J'avais souhaité qu'ils puissent réunir régulièrement les maires, de manière non pas à leur donner les noms figurant au fichier FSPRT, mais pour leur signaler la difficulté qui pouvait exister dans leur territoire, de manière à ce que les maires puissent alerter leur police municipale, leurs services sociaux, de manière à pouvoir agir. Dans le même état d'esprit existent les CEPRAF, les cellules préfectorales de suivi de la prévention, de la radicalisation et de l'accompagnement des familles. Elles aussi doivent pouvoir travailler avec les CCAS des villes, avec l'ensemble des services sociaux, parce que ce sont eux aussi qui, proches du terrain, peuvent indiquer les phénomènes de radicalisation en cours et donc avertir avant que cette radicalisation ne se termine par un certain nombre de difficultés ou par la commission d'actes terroristes. Par ailleurs, le 18 février 2018, j'avais proposé, le Premier ministre avait adopté un plan de 63 mesures visant donc à protéger nos concitoyens et à permettre la lutte contre la radicalisation. Ce plan visait d'abord à protéger les esprits les plus jeunes, à l'école, au collège, au lycée, en enseignant les valeurs de la République. Et je crois que notre ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, poursuit aujourd'hui ce plan avec beaucoup de fermeté. Il comporte ensuite une série d'initiatives pour impliquer les acteurs d'Internet. L'enjeu, on le comprend bien, est d'importance, puisque c'est en général sur Internet qu'un certain nombre de personnes se sont radicalisées. Non seulement se sont radicalisées, mais ont pu trouver les tutoriels qui leur ont permis de fabriquer des explosifs ou qui les ont incités à passer à des armes plus simples, que ce soit le marteau, la hache ou bien la voiture bélier, que l'on peut évidemment plus facilement se procurer que le TATP, qui est quelque chose évidemment de plus complexe à pouvoir manier. Nous avons donc agi pour que soit supprimé le plus rapidement possible tout contenu à caractère terroriste, et donc nous avons agi à la fois auprès des grands groupes, les Google, les Facebook, mais aussi, ce qui était plus compliqué, auprès des petits groupes, ou bien des groupes du genre Telegram, qui évidemment voulaient préserver la confidentialité, mais du coup véhiculaient beaucoup de contenu à caractère terroriste. Et donc avec les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, nous avons agi assez fortement pour que ces contenus puissent être retirés le plus vite possible. Le gouvernement a aussi œuvré pour que dans les médias utilisés par les jeunes puisse se diffuser un contre-discours. Et nous avons financé un certain nombre d'associations qui, par exemple, se sont illustrées par des vidéos à caractère humoristique pour lutter contre la radicalisation. Et quelqu'un comme Hakim El Karaoui a fait un certain nombre de vidéos assez ludiques, assez consultées par les jeunes, parce que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que quand on regarde la consultation des sites qui, on va dire, sont à tendance pro-djihadiste et des sites qui sont plutôt pour un islamisme modéré, on voit que c'est les sites islamistes qui sont le plus consultés.
et qu'on vous emmène de proche en proche vers des sites radicalisés. Au début, on peut vous proposer de rencontrer des jeunes filles sur des mythiques de l'islam, et ensuite, progressivement, on vous emmène jusqu'aux sites les plus extrémistes qui vous proposent effectivement d'entrer dans le djihad et de commettre, si vous ne pouvez pas aller dans les pays à l'époque tenus par le califat, de commettre un certain nombre d'actes sur votre propre territoire. C'est aussi l'ensemble de notre vie économique, sociale, sportive, culturelle, que le gouvernement a voulu impliquer dans ce combat-là. Il a donc souhaité compléter le maillage détection-prévention dans tous les domaines, à la fois collectivités territoriales, entreprises, enseignement supérieur, sport. Partout, il a voulu proscrire les conduites discriminantes, en particulier à l'égard des femmes, et donc dans tous les domaines ont été envoyés un certain nombre de guides pour pouvoir prévenir la radicalisation, que ce soit dans l'entreprise, dans les collectivités territoriales ou dans le milieu sportif, sujet bien souvent à radicalisation. Enfin, il agit pour que notre université, et je pense que c'est extrêmement important, retrouve la grande tradition orientaliste française et produise davantage de travaux de recherche sur l'islam. Il se trouve que nous étions sans doute l'université qui connaissait le mieux les pays du Proche et du Moyen-Orient, avec une très grande tradition sur l'islam. Et progressivement, parce que nous n'étions pas les pays les plus présents dans ce secteur, nous avons abandonné cette tradition. Or, aujourd'hui, on sait que l'islam est divers et qu'il est essentiel de mieux cerner quelles sont les raisons historiques ou doctrinales ayant amené au développement des courants les plus fondamentalistes, de ceux qui, en défendant un absolutisme religieux, finissent par appeler au djihad contre tous les non-musulmans, juifs, chrétiens, yézidis, encore que les yézidis sont entre l'islam et d'autres religions, mais aussi contre les autres variantes de l'islam, au premier rang desquelles le chiisme ou le soufisme, qui évidemment pour eux sont les apostats qui ont trahi l'islam. Or, ces courants, qu'on désigne généralement comme salafistes, même si pour être précis, il est une version quiétisme du salafisme assez éloignée du djihad, sont celles qui, à partir des années 80, ont trouvé un écho grandissant chez les jeunes Français de confession musulmane, rejetant la religion de leurs parents, qui leur semblait trop éloignée des fondamentaux de l'islam des premiers temps, et mêlée un peu de superstition, et donc ils se sont tournés vers un islam radical. Pour donner quelques indications sur la progression de ce courant, le nombre de fidèles salafistes est passé de 5 000 en 2004 à 40 000 aujourd'hui. Il concerne environ 130 lieux de culte, même s'il faut relativer ce chiffre par rapport aux 2500 mosquées existant en France. Je pense que ce phénomène, quand il appelle à la haine, vise à conduire au passage à l'acte, doit bien sûr être combattu par la police et la justice, mais que sur le long terme, ce défi ne peut être relevé que sur le plan de la connaissance. Connaissance théorique apportée par les universitaires et les chercheurs, connaissance laïque des religions dans l'enseignement secondaire, et il est extrêmement important qu'on puisse expliquer d'un point de vue laïque les différentes religions, connaissance théologique de la part d'autorités religieuses musulmanes qui veulent promouvoir un islam de France en pleine compatibilité avec les valeurs de la République. Et dans ce sens, si l'on parle de l'expérience lyonnaise, les diplômes universitaires religion, liberté religieuse
et laïcité, comme ceux décernés par Lyon III, l'UCLI et l'IFCN, me semblent fondamentaux, et il serait bon sans doute qu'ils soient un élément de connaissance pour les imams exerçant dans les mosquées de notre pays. Car il est, me semble-t-il, incompréhensible que puissent porter une parole aux musulmans de France des imams qui ne connaissent ni notre histoire, ni notre culture, et qui quelquefois même ne parlent même pas notre langue. C'est pour cette raison que j'ai soutenu la création de l'IFCN. Je souhaite que celui-ci puisse donner à voir toutes les dimensions de l'islam, dans son histoire, dans ses cultures, dans sa diversité, et évidemment parfois même dans ses contradictions. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. On le constate, c'est sur des terrains multiples que doivent être menées les politiques de prévention, et chacun doit être amené à y prendre sa part, car la problématique est un enjeu capital. Elle concerne, je crois, l'unité du peuple français. Si demain nous voulons que notre pays continue à faire nation, il faut que chacune et chacun puisse s'engager pour préserver cette unité du peuple français par-delà les religions, par-delà les philosophies, pour que nous soyons une nation et fiers d'être cette nation. Merci.